frase que Platón atribuye a Sócrates en su Apología, que se ha convertido prácticamente en un lugar común, seguramente ustedes la conocen, que dice que una vida que no es examinada no merece ser vivida. Dicho en positivo significa que solo una vida que es examinada merece ser vivida. Personalmente pienso que toda vida merece ser vivida. Y pienso también que toda vida merece las condiciones de posibilidad que le permitan ser examinada. Porque sin duda, una vida examinada, una vida que se cuestiona permanentemente el mundo, que se cuestiona las tradiciones, que se cuestiona sus propias certezas, es una vida que puede ser más rica, más plena, más luminosa. No será una vida más fácil, porque para cuestionarse permanentemente se requiere de valentía intelectual, pero sin duda será más plena. Hoy estamos muy contentos en el Tecnológico de Monterrey porque tenemos la posibilidad de contar con la presencia de un filósofo que, como Sócrates en la antigua Grecia, andaba por ahí, por las plazas y los mercados, invitando a los jóvenes a pensar por sí mismos. Hoy Michel Onfray anda en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, pero sobre todo en sus libros que están dedicados al público en general, invitando y retando a pensar por nosotros mismos, a ejercer la libertad de pensar con responsabilidad. Sin duda, ejerciendo la libertad de pensar, podemos ser ciudadanos mucho más responsables y comprometidos. Michel Onfray es filósofo, historiador, ensayista. Nació en 1959 en la localidad de Argentan, en Normandía, en Francia, en el seno de una familia modesta. Tras trabajar en una fábrica de quesos y como empleado ferroviario, se gradúa como doctor en filosofía con la tesis Las implicaciones éticas y políticas del pensamiento negativo, de Schopenhauer a Spengler, lo que ya denota su interés por una ética alejada de las corrientes tradicionales del idealismo trascendental. De 1983 al 2002 enseñó filosofía en el Instituto de Formación Profesional de la ciudad de Caen. Dimite justamente en el 2002 y crea junto con otros profesores la Universidad Popular de Caen, donde se imparten seminarios anuales gratuitos y libres bajo la premisa de que el conocimiento es lo que crea la ciudadanía. Ha publicado alrededor de 30 títulos traducidos a más de 15 lenguas y su pensamiento, fundamentado en una recuperación crítica de los márgenes hedonistas, materialistas y radicalmente ateos de la historia de la filosofía, ha alcanzado el rango de ser un discurso referencial en nuestra época. Entre sus libros se encuentran El vientre de los filósofos, crítica de la razón dietética, Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar, Antimanual de filosofía, lecciones socráticas y alternativas, Tratado de ateología, física de la metafísica, La fuerza de existir, manifiesto hedonista, varios volúmenes de la contrahistoria de la filosofía, Freud, El crepúsculo de un ídolo y recientemente Cosmos y decadencia, de Jesús a Bin Laden, vida y muerte de Occidente. Sus escritos celebran el hedonismo, los sentidos, el ateísmo, al filósofo artista. Celebran la autonomía del pensamiento y la vida. Hoy, para dialogar con Michel Onfray, se encuentra con nosotros Inés Sáenz. Inés Sáenz es egresada de la carrera de Letras Españolas de esta institución, es doctora en Letras Hispánicas por la Universidad de Pensilvania y actualmente es decana de la Escuela Nacional de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Les damos la bienvenida a Michel Onfray y a Inés Sáenz. Gracias. Buenas tardes.
Es un placer ver este auditorio lleno de jóvenes y de profesores. Bueno, tengo la primera pregunta. Todos los jóvenes que están aquí tienen mucha curiosidad de escuchar sus ideas. Michel Onfray defiende a toda costa el pensamiento, la importancia de cuestionarlo todo, el poder y la utilidad de la filosofía. Elevar a las personas a la altura de la filosofía y que la filosofía sea parte de nuestra vida cotidiana. ¿Para qué sirven los filósofos? Merci beaucoup pour vos questions. Merci à vous d'être là, si nombreux. C'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a plusieurs façons d'être philosophe. Il y en a au moins deux, je dirais. Il y a une façon qui est complice du pouvoir et une façon qui résiste au pouvoir. Il y a des philosophes qui sont des philosophes qui servent le pouvoir. Et je songe par exemple à Eusèbe de Césarée, à l'époque de Constantin, c'est-à-dire au début du christianisme. Et voilà quelqu'un qui met son intelligence et son savoir et sa culture et sa rhétorique au service d'un pouvoir qui est en train de se constituer. Et puis, ce philosophe-là, finalement, il existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des philosophes aujourd'hui qui sont du côté du pouvoir, qui rédigent des fiches, qui rédigent des notes, qui donnent ce qu'on appelle des éléments de langage, qui mettent leur intelligence et leur rhétorique au service d'une sophistique. Et ces philosophes-là justifient les pouvoirs et sont complices des puissants. J'intègre dans cette catégorie des intellectuels comme Eusèbe de Césarée qui aident clairement un pouvoir en place, mais aussi quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui lui sera opposé à la totalité des pouvoirs démocratiques français, mais célébrera la totalité des dictatures de la planète pourvu qu'elles soient de gauche. C'est-à-dire que Sartre fournissait lui aussi des éléments de langage au marxisme-léninisme planétaire, donc à l'Union soviétique, aux pays de l'Est, puis ensuite à Mao, à la Chine de Mao et au maoïsme. Et donc ce lignage-là, il existe depuis très longtemps. De Platon, je dirais, même avant Eusèbe de Césarée, de Platon jusqu'à, d'une certaine manière, Alain Badiou aujourd'hui, qui est un philosophe, ou Bernard-Henri Lévy, philosophe plus connu, mais qui sont des philosophes qui donnent des arguments aux gens de pouvoir. Et puis il y a une deuxième façon d'être philosophe, et j'essaie de m'inscrire dans ce lignage, et qui est un lignage qui prend sa source chez Diogène. Diogène de Sinope, philosophe que vous connaissez probablement parce qu'on l'a représenté dormant dans un tonneau. Il ne dormait pas dans un tonneau, le tonneau est une invention gauloise, donc c'est postérieur, mais il dormait dans une grosse amphore dans laquelle on mettait du vin ou de l'huile, et Diogène méprisait tous les pouvoirs. C'est quelqu'un qui a vu un jour arriver Alexandre, un empereur formidable, qui régnait sur un empire considérable. Et Alexandre avait entendu parler de Diogène. Et il savait que Diogène se comportait comme un chien, c'est pour ça qu'on les appelait des cyniques, des philosophes, et qu'il mordait les mollets des gens, symboliquement et parfois réellement aussi, et qu'il avait fait sa réputation, ce fameux Diogène, justement en étant capable d'éconduire les puissants, les riches, les stars de l'époque, les gens reconnus. Et Alexandre vient voir Diogène en lui disant « Je suis le maître du monde, demande-moi ce que tu veux et je t'obtiendrai ce que tu veux. » Et Diogène dit à Alexandre, qui était juché sur son cheval, si on veut traduire librement, « Tire-toi, tu me fais de l'ombre. Ôte-toi de mon soleil. Tire-toi, tu me fais de l'ombre. » Et cette façon de philosopher, qui est une façon critique, elle va jusqu'à Pierre Bourdieu, par exemple, au XXe siècle, qui est un philosophe qui, lui, était critique à l'endroit des pouvoirs, de tous les pouvoirs. Et nombre de philosophes au XVIIIe siècle, par exemple, ont été des philosophes soit de cour, ils faisaient partie de la première catégorie, je songe à Voltaire, je songe à Diderot, qui était en relation avec Catherine de Russie, par exemple, l'impératrice, mais il y a eu aussi des philosophes radicaux dans le lignage de résistance, et je songe à l'abbé Meslier, qui est un curé qui, dès les premières années du XVIIIe siècle, s'en vient dire que Dieu n'existe pas, que le christianisme est une fiction, que Jésus n'a pas existé, que les rois se servent du catholicisme et du christianisme pour assujettir les foules, les masses, le peuple, et qu'il faut renverser les rois et réaliser
un communisme agraire. À l'époque, la France est extrêmement paysanne. Donc pour répondre à votre question, suivant qu'on est dans le premier lignage, le lignage des philosophes qui collaborent au pouvoir, suivant qu'on est dans l'autre lignage, c'est-à-dire le lignage des philosophes qui résistent au pouvoir parce qu'ils préfèrent honorer un certain nombre de vertus, la vérité, la justice, la justesse, eh bien on voit bien que les philosophes ne font pas la même chose et qu'ils ne disent pas la même chose et que d'une certaine manière, les premiers sont même les ennemis des seconds. Muy bien. Bueno, siguiendo con esta reflexión, pues sería interesante que hablara de su proyecto, de esta contrahistoria de la filosofía, una especie de visión de los vencidos o de aquellos filósofos que han sido relegados por la historia de la filosofía. Oui, alors, moi je suis rentré à l'université, j'avais 17 ans, je venais de mon petit village natal de Normandie, et quand on rencontre un professeur de philosophie, qu'on est à l'université, on a la crainte de l'autorité et de l'institution. Si un professeur dit quelque chose, il dit vrai. Si une chose est écrite dans un livre, c'est que c'est la vérité. Si les éditeurs qui éditent tel ou tel philosophe, je pense à Freud, éditent Freud, c'est que Freud dit la vérité. Donc effectivement, le temps n'est pas, au moment de la formation universitaire, de l'esprit critique. Il faut, dans un premier temps, apprendre ce que nous enseigne et surtout ne pas faire fonctionner son esprit critique. Sauf que j'ai un professeur de philosophie antique qui m'emballe, mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, et il nous enseigne les présocratiques, ceux qu'on appelle les présocratiques. Il nous enseigne des philosophes, sans nous enseigner forcément, des philosophies, pardon, sans forcément nous enseigner les philosophes, et on ne sait pas vraiment quelles sont leurs dates, ce qu'a été leur vie, parce qu'à l'époque, le structuralisme fait la loi et qu'un texte n'a pas besoin de son contexte. Mais moi, je travaille dans mon coin, et je m'intéresse à la vie des philosophes, et je me dis, mais dans ces fameux présocratiques, il y a quelqu'un comme Démocrite, qui est un philosophe qui survit 40 ans à Socrate. Comment peut-on être un pré-socratique quand on survit 40 ans à ceux qu'on est censé précéder? Et ça, c'est une question que je me pose et qu'on ne pose pas à l'université. Démocrite fait partie des pré-socratiques. Il y a un très gros volume de Pléiades, qui était un très beau volume, une belle collection en France chez Gallimard, qui est un auteur de référence, et Démocrite fait partie des pré-socratiques. Donc il faut une certaine audace pour mettre en cause le professeur, la parole du professeur, l'institution, l'université, l'édition, les collections prestigieuses, les professeurs d'université qui ont établi le texte de ces fameux présocratiques et qui nous disent que Démocrite, qui survit 40 ans à Socrate, est un présocratique. Alors ça, c'est un fait. Et j'essaie de comprendre pourquoi on me dit ça, jusqu'à ce que je vois que finalement, les présocratiques, c'est une espèce de grand panier dans lequel on met plein de philosophes qui n'ont pas grand-chose à voir les uns les autres, Anaxagore, Anaximène, Héraclite, Démocrite, Leucippe, etc., qui défendent des choses très très différentes, mais qui ont en commun d'être prétendument avant Socrate. Et je me dis, mais finalement, il y a une histoire de la philosophie qui est écrite d'une certaine manière. Et alors qu'à l'université, en philosophie, on donne des leçons à tout le monde, on donne des leçons aux historiens, on donne des leçons aux littéraires, on donne des leçons aux géographes, on ne s'en donne pas à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait de l'histoire de la philosophie quand on en fait, mais on ne fait pas, ce qui moi me paraît plus intéressant, l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'est cette histoire, mais expliquer qui l'a écrite, pourquoi on l'a écrite, pourquoi un jour on dit de Démocrite qu'il précède celui qu'il suit. Et à ce moment-là, je me dis, mais finalement, il y a un schéma qui est tout à fait particulier dans l'histoire de la philosophie, c'est le schéma chrétien. Il y a Dieu, et il y a Jésus, son fils, et ce couple, Dieu et Jésus, finalement, c'est le couple Platon-Socrate. Et on a l'impression qu'avant Dieu, il n'y a rien, puisque Dieu crée tout, et que Dieu n'existe que parce que Socrate intervient sur Terre, que parce que Jésus intervient sur Terre. Eh bien, dans l'histoire de la philosophie, c'est la même chose. Ça commence avec Socrate, ça commence avec Platon, ce couple, Platon-Socrate, et ils entretiennent tous les deux le rapport du père au fils, d'une certaine manière, de Dieu et de son prophète. Donc avant, ça n'existe pas. Ce sont des présocratiques.
Et quand je me suis dit, mais finalement, toute l'histoire de la philosophie obéit à ce principe d'écriture, je me suis dit, ça ne s'enseigne pas, évidemment, à l'université. Moi, je l'enseignais au lycée parce que j'ai été 20 ans professeur dans un lycée, mais ça comptait pas beaucoup. Et j'ai démissionné de l'éducation nationale pour créer une université populaire avec des amis où on enseigne gratuitement, bénévolement, on n'est pas payé, et on donne des cours à des gens qui viennent aussi sans qu'on leur demande qui ils sont, s'ils ont un niveau, s'ils ont un diplôme, s'ils savent lire ou écrire, s'ils ont de l'argent, s'ils sont domiciliés ici ou s'ils viennent d'ailleurs. Les gens viennent librement et on enseigne diverses matières. Moi, j'ai enseigné la philosophie sur le principe de ce que j'ai appelé une contre-histoire de la philosophie. Ça, c'est mon concept, la contre-histoire. C'est-à-dire, il y a une histoire, c'est une histoire officielle, et en fait, elle est platonicienne, idéaliste, chrétienne, kantienne, hegelienne, idéaliste allemande, et puis on continue, phénoménologie allemande, husserlienne, sartrienne, etc. Ça, c'est le lignage majeur. C'est celui qu'il faut maîtriser pour devenir professeur. Et je dis, mais il y a plein de philosophes à côté, en face, dont on ne parle pas. On ne parle pas de Diogène, on ne parle pas des cyniques, on ne parle pas des atomistes, on ne parle pas des matérialistes, on ne parle pas des abdéritains dans l'Antiquité. On ne parle pas, après ça, de 10 siècles de philosophie qui séparent le début du christianisme et puis, d'une certaine manière, le Moyen-Âge. Il y a pourtant des philosophes qu'on appelle les gnostiques, et des gnostiques licencieux. Je ne donne pas les noms parce que ce n'est pas très intéressant, mais qui sont des penseurs dont on ne parle jamais. On ne parle pas d'un certain nombre d'autres philosophes, Lorenzo Valla, les frères et sœurs du libre esprit. Et puis quand on parle de certains philosophes, comme Montaigne, on n'en parle pas comme il faudrait en parler. Les littéraires disent c'est un auteur pour les philosophes, et les philosophes disent c'est un auteur pour les littéraires, alors que c'est un auteur pour les philosophes et pour les littéraires, et que c'est surtout un auteur pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui font des études de philosophie. Et donc j'ai enseigné pendant 15 ans cette contre-histoire de la philosophie en disant allez voir les marges, et parfois les marges c'est le centre. Demandez-vous pourquoi ce qu'on nous présente comme le centre, c'est le centre. Pourquoi est-ce que Kant c'est plus important qu'Helvétius? Pourquoi est-ce que Saint-Augustin c'est plus intéressant que Carpocrate? Pourquoi est-ce que Platon c'est plus intéressant que Diogène? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, on prend chaque siècle comme ça, on prend un philosophe, pourquoi Descartes, c'est plus important que Gassendi? Et j'ai essayé de montrer que cette contre-histoire de la philosophie, elle était masquée, cachée, défigurée, parce qu'elle était subversive. Parce qu'on y trouvait des sensualistes, des empiristes, des matérialistes, des anarchistes, des rebelles, des sauvages, des fous, etc. Et donc j'ai voulu présenter cette contre-histoire en disant allez voir de ce côté-là et vous verrez, ça n'est pas une philosophie pour les spécialistes de la philosophie, c'est une philosophie pour tout le monde. Si les gens ont envie de lire, par exemple, ces philosophes de la contre-histoire, ils auront plus de facilité à entrer dans l'œuvre. Par exemple, je parlais d'Helvétius tout à l'heure. Helvétius, pas besoin d'avoir fait des études de philosophie pour le comprendre. Kant, c'est plus compliqué. Mais quand on a expliqué que Kant, il était obscur pour cacher des choses assez simples, finalement, quand on a dénudé la chimère, eh bien, on montre aux gens que peut-être Kant ne mérite pas beaucoup, ne mérite pas autant d'intérêt que ce qu'on lui porte en Occident, et que d'autres qui sont cachés, eux, méritent un intérêt plus important. Me parece interesante que haya tenido que demisionar, renunciar a este sistema de educación nacional, justamente para poder enseñar la filosofía de otra manera. Y mi pregunta es, bueno, ¿usted piensa que puedan las instituciones tener algún tipo de salvación o de enmendar estos errores? Es decir, de entender que se enseña de una manera lo canónico, lo que se cree sin cuestionarlo, y por otro lado querer que los estudiantes desarrollen un espíritu crítico. ¿Cómo hacer? Usted creó la Universidad Popular, pero bueno, aquí en México, ¿qué podemos hacer? Ah, la même chose. Crear una Universidad Popular. C'est-à-dire, mes cours sont disponibles par écrit, ils ont été publiés, donc chacun peut reprendre ces cours-là et les faire siens, en expliquant ces philosophes, en les racontant, en les montrant à des étudiants qui pourraient pour le coup y trouver leur compte.
L'institution fait le travail de l'institution. C'est-à-dire qu'à l'université, on n'apprend pas à être intelligent, on apprend à être diplômé. Et être diplômé, ce n'est pas forcément être intelligent. Donc, pour apprendre à être diplômé, il faut un exercice de style. On nous dit, voilà, la critique de la raison pure de Kant est un livre écrit en 1780 dans lequel Kant nous dit comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles. Bon, on note ça sur un papier, et puis le jour où on doit faire une dissertation, on fait savoir que Kant a écrit un livre qui s'appelle La critique de la raison pure en 1781, etc. Bon. Et puis le professeur dit, voilà une bonne copie, voilà une bonne note, vous avez un diplôme. Et puis on a un diplôme de philosophie. Et on devient professeur de philosophie, sauf si on fait autre chose. On peut travailler dans la publicité, on peut travailler dans le journalisme quand on a des diplômes en philosophie. Et à partir de ce moment-là, si on devient professeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va enseigner ce qui nous aura été enseigné. Que Kant a écrit un livre qui s'appelle La critique de la raison pure, etc. C'est-à-dire que le propre de l'institution, c'est de se reproduire elle-même. Elle ne reproduit que les élites qui vont fabriquer des élites, qui vont fabriquer des élites. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer que dans l'institution, tout le monde n'est pas aux ordres de l'institution. Je parlais tout à l'heure de mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, il était professeur à l'université. Sauf que l'université et l'institution, c'est une chose, et qu'après, il y a des individus dans l'institution. Et que les individus font ou ne font pas un travail plus ou moins intéressant. C'est-à-dire qu'un professeur peut très bien faire toute sa vie un cours à peu près semblable, et puis distribuer des diplômes et traverser l'existence en se faisant remplacer par un autre qui fera exactement la même chose. Et puis, il peut y avoir des professeurs qui sont des éveilleurs, des Socrates. Des gens qui pratiquent ce que Socrate lui-même appelait la maïeutique, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits. On hérite, quand on est prof en lycée, d'une classe de 25 élèves qui ont un peu plus ou un peu moins de 20 ans et qui sont très sûrs d'eux. Ils ont des réponses à tout, ils ont des avis sur tout. Ils n'ont jamais lu un livre, mais ils ont des avis sur la littérature, sur la poésie, sur l'art contemporain. Et ils n'ont pas d'expérience du monde, mais ils ont des avis sur tout ce qui advient, tout ce qui existe. Et le professeur de philosophie, c'est celui qui dit « Êtes-vous bien sûr de ce dont vous êtes sûr? Êtes-vous bien certain de ce dont vous êtes certain? Est-ce si vrai ce que vous dites? D'où vient cette pensée dont vous pensez qu'elle procède de votre intelligence, de votre raisonnement, de votre réflexion, de votre analyse? N'êtes-vous pas sûr que cette pensée-là, elle ne procède pas plutôt de ce que vous aurez entendu à la télévision, de ce que vous aurez lu dans les médias, de ce que vous aurez entendu autour de vous, et parfois des réactions que vous aurez parce que vos parents vous auront énervé à table et que vous aurez envie surtout de réagir au sens étymologique, c'est-à-dire d'aller contre ce que disent les parents parce qu'on a envie de s'opposer. Donc le travail du professeur de philosophie, ça peut être ça. Soit c'est Platon qui enseigne les textes, soit c'est Socrate qui inquiète les consciences. Et le professeur qui inquiète les consciences, même s'il se trouve dans l'institution, il fait un travail de philosophe. Le philosophe et le professeur de philosophie entretiennent des relations particulières. Ça n'est pas parce qu'on est professeur de philosophie qu'on est philosophe. Ça n'est pas non plus parce qu'on est philosophe qu'on est professeur de philosophie. Mon père était philosophe, il était ouvrier agricole, il n'avait jamais lu un livre de philosophie, il n'était pas agrégé de philosophie, mais il l'était. Parce qu'il avait une sagesse pratique, parce qu'il avait une conscience de sa place dans le monde, dans le cosmos, dans l'univers, et qu'il vivait en sage, mais pas professeur. Moi, j'en ai eu des professeurs, comme vous. Vous avez plein de diplômes à l'université, donc vous en avez eu une vingtaine, une trentaine de professeurs de philosophie. Et donc, on en a eu qui, parfois, étaient un peu philosophes, parfois jouaient aux philosophes, parfois ne l'étaient pas du tout, parfois pouvaient l'être un peu. Et puis, il y a des gens qui sont les deux, c'est-à-dire professeurs de philosophie et philosophes. Ça existe aussi. Donc, je pense qu'un grand professeur de philosophie, c'est d'abord, surtout pour moi, quelqu'un qui agit en philosophe dans l'histoire de la philosophie. C'est quelqu'un qui s'empare de l'histoire de la philosophie et qui dit « je vais vous conduire dans le labyrinthe de la pensée platonicienne, dans le labyrinthe de la pensée spinoziste, dans le labyrinthe de la pensée cartésienne, mais je vais vous raconter ça comme un roman d'aventure, comme un roman d'espionnage, comme un roman policier. Comment est-ce qu'on voit apparaître le cogito chez Descartes? Qui est Descartes? Quelle est la vie de Descartes?
comment est-ce qu'il se met à écrire le discours de la méthode? Qu'est-ce que nous raconte le discours de la méthode? Est-ce que quand vous dites « je », vous savez que quand vous dites « je », c'est parce que Descartes a rendu possible ce mot dans votre bouche? Et à partir de ce moment-là, on fait un travail d'historien de la philosophie, on fait un travail de professeur de philosophie, mais on fait aussi un travail de philosophe. Et je ne sache pas que des élèves ne soient pas sensibles, des jeunes élèves ne soient pas sensibles à l'apparition de la philosophie dans leur existence. Parce que d'un seul coup, tout ce qui était clair précédemment cesse d'être clair. Ça peut être perturbant pour des élèves de 20 ans, parce que d'un seul coup, le château s'effondre. Mais on dit qu'il vaut mieux une petite maison que vous allez reconstruire patiemment, mais qui sera solide, parce que ce sera la vôtre, plutôt qu'un grand château qui sera celui du voisin et qui, au premier coup de vent, va s'effondrer. Donc il y a un premier temps critique dans le rapport à la philosophie. Il faut accepter d'être inquiété, il faut accepter de se dire peut-être ai-je tort sur ce terrain-là, et puis au fur et à mesure, on va reconstruire et des choses beaucoup plus solides. Ce qui veut dire qu'évidemment, il faut des professeurs, il faut une institution, il faut l'université, il faut les classes de lycée dans lesquelles on fait de la philosophie, bien sûr, pour le plus grand nombre. Et puis il faut d'autres lieux pour la philosophie. Et voilà par exemple pourquoi j'ai créé avec mes amis l'Université populaire, qui est un lieu où on a de comptes à rendre à personne, sauf à la vérité, à la justice, à la justesse et à ce qu'on croit vrai. Okay. Bueno, usted intenta afirmar que la vida del filósofo, su biografía es muy importante para su filosofía. ¿Cuál es su historia? J'espère que vous avez du temps. Quand je suis entré à l'université, c'est pas compliqué, on a donné mon âge tout à l'heure, donc je suis rentré à l'université en 1976. On ne parlait pas de la vie des philosophes, ça n'existait pas. On avait des textes, et ces textes étaient sans contexte. C'était le triomphe de ce qu'on appelait à l'époque le structuralisme. Et je feuilletais tout à l'heure, là derrière, en attendant que tout le monde soit rentré, une revue dans laquelle il était encore question de structuralisme et cette idée qu'on se croit encore dans le structuralisme, dans des colloques où on parle de l'actualité du structuralisme, tout ça me fait froid dans le dos parce que c'est une vieille chose, le structuralisme. Et le structuralisme nous dit le texte fonctionne de l'intérieur, il y a des structures internes au texte, et n'essayez pas de savoir si c'est machin, bidule, un tel qui a écrit ce texte, si c'est un texte de jeunesse, si c'est un texte de vieillesse, si c'est un texte que Victor Hugo a écrit alors qu'il venait de perdre sa fille, si c'est un texte je ne sais quoi, des textes à mettre en relation avec la biographie du philosophe. Et à l'époque, j'étais déjà intéressé par la biographie, parce que je pense que l'œuvre du philosophe, c'est pas seulement ses livres, c'est sa vie aussi. S'il n'y a pas de vie philosophique, alors la philosophie ne mérite pas une seconde de peine. Il faut une vie philosophique qui va avec l'œuvre philosophique, et j'étais très soucieux déjà à cette époque de questionner la biographie des philosophes pour pouvoir regarder comment tout ça marchait. Et à l'époque, il n'y avait pas de biographie de philosophe, 1976. Et donc, deux ou trois vieilles choses, quelques petites pages d'un contemporain de Spinoza sur Spinoza, donc une biographie de Baillet qui était contemporaine de Descartes sur Descartes, puis c'était à peu près tout. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que finalement, dans le monde de l'édition, on commençait à publier des biographies d'écrivains, parce qu'on publiait déjà beaucoup de biographies de figures de l'histoire, les rois, les princes, les empereurs, les chefs de guerre, etc. Et puis maintenant, dès qu'un philosophe meurt, il a sa biographie. Derrida est mort, 8-10 mois après, on a vu une biographie de 600 pages de Derrida. On a aujourd'hui une biographie de tout le monde, de Ricoeur, de Sartre, bien sûr, plusieurs, de Camus et de plein d'autres. Et donc, je dis qu'on ne peut pas aujourd'hui penser la philosophie de quelqu'un, son système, sans mettre en relation avec la vie qui a été la sienne et sa biographie. Donc, j'ai mis au point une méthode. Et si on voulait appeler ça de manière, si on voulait être un peu pompeux, j'appelle ça la déconstruction existentielle. Et la déconstruction existentielle consiste à dire que on peut comprendre les œuvres si on voit de quelles interrogations personnelles et subjectives elles procèdent. Je n'ai pas tellement le temps d'entrer dans le détail d'un exemple, mais on peut aller un peu rapidement. Si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure de la critique de la raison pure.
C'est un grand livre de l'histoire de la philosophie mondiale. Hier, on était dans un musée, il y avait une édition de la critique de la raison pure, musée national. Et ce très gros livre est compliqué à lire, pas facile, c'est nébuleux, c'est complexe. Mais j'avais lu ça avec une plume à la main en me disant, bon, je comprendrai, il n'est pas question que je ne comprenne pas. Et puis quand je suis sorti de ce livre, je me suis dit, mais est-ce qu'on avait besoin de 600 pages pour postuler 3 choses ? Quand, en gros, met de la poudre un peu partout, et puis il met les détonateurs partout, et puis à un moment donné, on se dit, il va appuyer sur le détonateur, et toute la métaphysique occidentale va exploser, et il ne le fait pas. Il déconstruit tout, le phénoménal, le nouménal, l'empirique, le transcendantal, bon, d'accord, tout ça est très bien, et puis à un moment donné, il dit, mais je postule 3 choses. Je postule l'existence de Dieu, l'existence du libre arbitre et l'existence de l'immortalité de l'âme. On se dit, tout ça pourquoi ? Pour revenir à la case départ, c'est très exactement ce que dit le christianisme. Dieu existe, on est libre et notre âme est immortelle. Mais Kant le postule. Pourquoi les postulats de la raison pure de Kant sont-ils cette souris dont la montagne accouche ? Pourquoi est-ce que ce très gros livre accouche de 3 postulats ? Et je dis, pour une raison bien simple, et pour le coup, je ne suis pas freudien, hein, je vais chercher des explications dans l'enfance, ça ne fait pas de moi un freudien. Kant a perdu très tôt sa mère qui était piétiste. Et d'une certaine manière, il vivait sous le regard de sa mère. Et on ne tue pas Dieu que sa mère a adoré toute sa vie. Donc, au moment où on peut faire le geste, on ne le fait pas. Et c'est Nietzsche qui va faire le travail. Nietzsche, il arrive, il voit la poudre, il voit le détonateur, il appuie, ça explose, il n'y a plus de métaphysique occidentale. Donc je ne dis pas qu'on explique tout, la critique de la raison pure, en expliquant ça. Mais si on met en relation la critique de la raison pure, la vie de Kant, donc les correspondances. C'est terrible, aujourd'hui, il n'y a plus de correspondance. On fait des textos, on envoie des mails, et puis un jour, on change d'ordinateur, et puis bon, les mails sont perdus. Et on perd la correspondance qu'on avait. Voltaire, je parlais tout à l'heure de la Pléiade, c'est 10 volumes de Pléiade, c'est plus de 100 volumes, la correspondance du seul Voltaire. Évidemment, vous savez tout de la vie de Voltaire, y compris de ses mensonges, y compris de ses supercheries, y compris de ses travestissements. Mais je dis biographie, œuvre, correspondance, et à partir de ce moment-là, on peut comprendre comment fonctionne une pensée. Alors, il y avait 2 questions dans votre question, dont celle qui renvoyait à moi-même. Si cette hypothèse est juste, et je le crois puisqu'elle n'est pas de moi, elle est de Nietzsche, c'est Nietzsche qui, dans la préface au Quai Savoir, nous dit que toute confession est une autobiographie, enfin toute philosophie est une confession autobiographique. Il le dit pour le philosophe, mais on peut élargir. Ça marche pour un peintre aussi, ça marche pour un musicien, ça marche pour un architecte. Pourquoi un architecte construit-il ce qu'il construit et pas autre chose ? Pourquoi est-ce qu'un musicien compose-t-il ce qu'il compose et pas autre chose ? Pourquoi est-ce que quand on rentre dans sa voiture et qu'on avait laissé la radio allumée sur une chaîne de musique classique, on entend 3 mesures d'une musique, on ne sait pas ce que c'est, et on se dit ça, c'est du Mozart. Ou c'est pas Mozart, c'est Haydn. Ça, c'est Wagner. Ou c'est pas Wagner, c'est Richard Strauss. Parce qu'il y a un style. Et le style, c'est effectivement quelque chose qui obéit à une nécessité physique, physiologique. Une biographie, c'est ce que Nietzsche appelait une idiosyncrasie. Alors ma vie explique évidemment beaucoup de ce que je suis. Il faudrait que j'explique pourquoi mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, la pauvreté dans la maison, ma mère qui est pas une mère très aimante pendant les 10 premières années de mon existence, qui me met après ça dans un orphelinat de 10 ans à 14 ans avec des prêtres salésiens extrêmement violents, dont certains même sont pédophiles. Je ne suis pas une victime de la pédophilie, mais en même temps, j'ai vécu 4 ans dans la peur d'être une victime. La découverte de la philosophie, la découverte de mon vieux maître à 17 ans, l'université, etc. Et puis la confiance que ce vieux maître a pu me faire quand il m'a proposé d'écrire un livre, alors que j'avais 18 ans, et qu'il me proposait de rédiger un livre dans une collection dont il s'occupait, et il avait il avait passé commande de livres à ses collègues, à mes professeurs, et à moi, il me demandait de faire un livre dans cette collection. Donc effectivement, cette main tendue a été extrêmement importante pour moi, et elle a été constitutive de ce que je suis devenu. Mais vous voyez bien que votre question est considérable. C'est-à-dire que j'ai un chantier sur ce sujet-là, qui sera une autobiographie. Il y a déjà 5 ou 6 volumes prévus pour essayer de répondre à cette question-là. La question de Nietzsche, comment devient-on ce que l'on est ?
Et il faut raconter des choses, il faut rentrer dans les détails, il ne faut pas être aussi simpliste que de dire il a été 4 ans dans un orphelinat avec des prêtres violents et c'est pourquoi il est devenu athée et pourquoi il a écrit le traité d'athéologie. Ce que m'a appris ce que m'ont appris ces 4 années dans un orphelinat, c'est l'injustice. Et j'ai un sens très aigu de la justice, viscéral, c'est-à-dire que je ne supporte pas l'injustice. Et donc, ça a expliqué. C'est-à-dire quand on a des punitions collectives, quand on est puni pour des choses qu'on n'a pas faites, on est sensible à ça. Moi, je veux bien être puni si j'ai mérité la punition. J'essaie de construire ma vie pour ne pas avoir à être puni, mais parfois on est puni pour des choses qu'on n'a pas faites, pour des propos qu'on vous prête et que vous n'avez pas prêté, ou ce genre de choses. Et donc là, on voit bien que on touche à quelque chose d'important chez moi, cette question de l'injustice, de la justice et de l'injustice. Et ça renvoie à des expériences que j'ai pu faire dans mon enfance, c'est-à-dire l'humiliation de mon père au travail, l'humiliation de ma mère au travail, les souffrances de mon frère qui est aujourd'hui ouvrier dans une carrière à l'entretien du matériel et qui n'a pas une vie très agréable et pas très douce, et la vie ne lui est pas très douce. Et donc tout ça suppose un jour du texte, du livre, des idées, et mes options politiques, mes engagements, l'université populaire qui est gratuite, la Web TV qu'on vient de lancer avec Dorothée qui est avec moi ici et qui porte toute cette aventure avec moi, l'aventure de l'université populaire, l'aventure de la vie philosophique, l'aventure du web média indépendant. Enfin, tout ça pour moi fait partie de l'œuvre philosophique. Et votre question est très belle, mais je vous assure que là il faut un long séminaire et de longues années pour pouvoir y répondre. Muy bien, entonces lo vamos a invitar de nuevo a México para continuar con la respuesta. Bueno, usted reivindica conceptos que han sido considerados moralmente negativos y nos enseña que han sido malinterpretados históricamente. Me refiero al hedonismo, al materialismo, al pragmatismo. Tengo dos preguntas. ¿Por qué desdeñamos la vida material y conceptos como estos? ¿Y cómo podemos pensar que el materialismo, el hedonismo y el pragmatismo, bien entendidos, pueden generar una ética solidaria y fraternal? Alors encore une grande question qui va nécessiter que j'achète une maison au Mexique. Muy bien. Notre civilisation est judéo-chrétienne. Et cette civilisation, alors bon, je viens de faire un très gros livre, Décadence, je crois, que tout à l'heure Anna en a parlé, mais pour essayer de montrer comment elle s'est constituée, cette civilisation. Pour aller vite, c'est une civilisation qui se construit sur une interprétation de l'Ancien Testament, une interprétation juive de l'Ancien Testament, et les Juifs disent le prophète est à venir, et certains Juifs disent non, il n'est pas à venir, il est déjà venu, et la preuve, il a dit ceci, il a fait cela, etc. Et c'est Jésus. Et donc, Jésus, pour moi, n'a pas existé historiquement. C'est un concept qui cristallise un certain nombre d'informations qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Et ce prophète dont on nous a dit qu'il allait venir, certains nous ont dit qu'il est venu. Et il a eu cette vie-là. Et après ça, on a fabriqué une biographie. On a fabriqué la date de naissance, le bœuf, l'âne, les rois mages, etc. C'est un collage avec des religions orientales, entre autres. Et donc, cette fraction juive qui devient chrétienne donne le judéo-christianisme. Et nous vivons, quand je dis nous, c'est l'Europe, mais c'est vous aussi, le pays d'Amérique qui vivait sous régime catholique. Et cette civilisation, elle a une idéologie, elle a un sous-bassement qui est une idéologie, qui est une philosophie. Cette philosophie, elle nous dit qu'il y a deux mondes. Et toutes les civilisations, et voilà pourquoi vos civilisations préhispaniques m'intéressent tellement, c'est-à-dire que toutes les civilisations sont constituées sur un socle religieux. C'est un texte religieux qui dit dès le départ, il y a du sacré, il y a du divin, il y a de la divinité, il y a Dieu ou des dieux. Et ce monde-là donne son sens à notre monde. La religion, c'est ça. C'est une vision du monde qui nous dit le sens de ce monde-ci est dans un au-delà, dans un autre monde, dans ce que Nietzsche appelle un arrière-monde. Notre arrière-monde, il suppose Dieu, Jésus, Marie, Joseph, les saints, etc.
Et pour que cette spiritualité-là puisse fonctionner, il faut une philosophie qu'on appelle le dualisme. Dualisme de temps. Un premier temps qui est le temps de l'idée, un deuxième temps qui est le temps de la matière. L'idée, c'est ce qui est inaccessible matériellement. C'est une forme pure. Platon nous dit cette forme pure, elle existe même si la matière n'existait pas, même s'il n'y avait pas de monde, l'idée existerait quand même. Et puis de l'autre côté, la matière, ce qui fait la réalité sensible de ce monde. Et le christianisme nous dit la matière est détestable et seule l'idée est vénérable. Il y a deux mondes, cité de Dieu, cité terrestre. Cette cité terrestre, c'est une cité qui est marquée par le péché originel, et il nous faut vivre le moins possible dans cette vie pour pouvoir vivre le plus possible dans l'autre vie, dans l'au-delà, qui est le lieu de l'éternité. Et donc, toute cette philosophie consiste à nous dire que la matière, c'est pas bien, que le monde, ça n'est pas bien, que le plaisir, ça n'est pas bien. Donc elle est très anti-hédoniste. Que les femmes, ça n'est pas bien. Je vous rappelle que le judéo-christianisme se construit sur les premiers textes de l'Ancien Testament, qu'on appelle le Pentateuque. Et le premier texte du Pentateuque, c'est la Genèse. Et la Genèse, c'est une chose extrêmement simple. Vous avez le premier homme, la première femme, dans un paradis où il y a deux arbres, arbre de la vie, arbre de la connaissance. Et Dieu dit, vous pouvez tout faire sauf goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Il n'y a pas de pomme dans la Genèse. Il y a simplement, métaphoriquement, un arbre de la connaissance. Et Ève décide, elle, de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Elle dit, mais moi je veux savoir. C'est ça le péché originel. Ève veut savoir quand Dieu a dit, ne cherchez pas à savoir. Et Adam, lui, il subit la preuve, notre pomme d'Adam, qui nous reste en travers de la gorge, et qui fait la démonstration que nous sommes marqués par le péché originel, parce que les femmes ont voulu savoir, alors que Dieu a demandé l'obéissance. Voilà pourquoi le christianisme est misogyne. Voilà pourquoi il est phallocrate. Voilà pourquoi il n'aime pas les femmes. D'abord parce que les physiologies ne sont pas les mêmes. Le plaisir des hommes est simple, sommaire, facile, brutal. Le plaisir des femmes est compliqué, complexe, élaboré. De sorte que le plaisir de l'homme, il s'arrête à un moment, ça se voit, il y a des signes, je peux vous les donner si vous voulez, et le plaisir de la femme ne s'arrête jamais. Et la femme est présentée comme un danger pour l'homme. Le désir de la femme est dangereux pour l'homme. Si l'homme n'est pas à la hauteur du désir de la femme, c'est que la femme est dangereuse, c'est qu'elle est pécheresse, c'est que la sexualité est détestable, c'est que le corps est détestable, c'est que le désir est détestable, c'est que la libido est détestable. Et donc le christianisme se construit là-dessus en nous disant la matière, ça n'est pas bien, la sensation, l'émotion, la perception, ça n'est pas bien, les femmes, ça n'est pas bien, la sexualité, ça n'est pas bien, le désir, la libido, ça n'est pas bien, il ne reste pas grand-chose. On nous dit il faut imiter Jésus. Jésus, je l'ai dit en deux mots, est un concept, il n'a pas eu d'existence historique. Il ne mange pas d'ailleurs dans le texte de l'Ancien du Nouveau Testament. Il mange du pain, il mange du poisson et il boit du vin. Mais ce sont des symboles. Ce pain, c'est le levain de l'Église qui est à venir. Ce vin, c'est le sang qui va couler sur la croix. Et ce poisson, c'est en grec un jeu de mots, Christos, Ictus, enfin le poisson, le Christ, c'est la même chose. Et donc on mange du poisson parce que c'est la nourriture essentielle, c'est une nourriture spirituelle. Mais Jésus ne mange pas ce qu'il devrait manger s'il était un homme. Des loukoums, de l'agneau grillé, des sardines, ou ce genre de choses. Jésus est un ectoplasme, c'est un ange. Il n'a pas de sexualité non plus. Il n'y a pas de femme dans la vie de Jésus, ça n'existe pas. Marie-Madeleine, mais il n'y touche pas. Et donc Jésus, c'est un ange. Et puis Jésus meurt à un moment donné et ça devient un cadavre. Donc il est mort, il est crucifié, il a la couronne d'épines sur la tête, il a une plaie au flanc, le sang coule et on nous dit voilà c'est le Christ, Jésus-Christ. Et on dit aux hommes imitez Jésus, imitez le Christ. En gros on dit aux hommes imitez un ange ou alors imitez un cadavre. Et on dit aux femmes faites comme Marie qui était vierge et mère. C'est-à-dire, tiens, comment fait-on pour être vierge et mère ? Eh bien, il faut toute la sagesse des philosophes pour pouvoir expliquer qu'on peut être et vierge et mère. Sauf que c'est dur quand on est une femme à qui on dit débrouillez-vous,
mais il vous faudra être vierge et mère. Ça veut dire que dans une civilisation où on nous dit qu'il faut choisir entre un ange, un cadavre et une vierge mère, eh bien effectivement c'est un peu problématique de pouvoir survivre et de pouvoir être heureux. Donc toute la philosophie officielle, c'est la philosophie qui permet de justifier ce monde-là. Il existe un arrière-monde, il existe des anges, il existe la vie après la mort, tout ça suppose une philosophie idéaliste. Si on célèbre l'Eucharistie, on se dit, eh bien, dans le pain de l'hostie, il y a le corps réel du Christ. Pas un corps symbolique, hein, c'est le corps réel. Si vous avez également du vin dans un calice, c'est pas du vin qu'il y a dans un calice, c'est le sang du Christ. Et c'est pas un sang symbolique, c'est le sang réel, c'est le mystère de l'Eucharistie. Les matérialistes disent non, dans une hostie, il ne peut pas y avoir le corps réel du Christ. Il ne peut pas y avoir ça, il y a juste de la farine et de l'eau et un peu de sel. Mais ça n'est pas possible. C'est-à-dire que la philosophie matérialiste réduit tout à des atomes. Pour un philosophe matérialiste, le mystère n'est pas possible. L'Eucharistie n'est pas possible. La résurrection de la chair n'est pas possible. L'immortalité de l'âme n'est pas possible. La mort avec l'immatérialité d'une âme qui durerait, qui pourrait être condamnée à l'enfer ou en attente au purgatoire ou au contraire célébrée au paradis, ça n'est pas possible dans une configuration matérialiste. Donc voilà pourquoi toutes les philosophies matérialistes, hédonistes, sensualistes, empiriques, pragmatiques, qui sont des philosophies de l'ici et maintenant et de l'ici-bas, sont des philosophies qui entrent en contradiction avec l'idéologie officielle qui est celle du judéo-christianisme. J'espère ne pas avoir trop blessé avec cette lecture. Bueno, siguiendo esto que comenta, me interesa poner aquí, subrayar la importancia del cuerpo. De alguna manera, usted recupera la importancia del cuerpo, de gozar y de querer nuestro cuerpo. Justamente en esta semana, en el TEC se celebra la Semana de los Feminismos, y para las mujeres esto es muy importante. Más allá de lo religioso, que ya está muy claramente explicado, el ideal de hoy niega el cuerpo. Es un cuerpo otro, idealizado, al que hay que someterse. Lo digo porque hay muchas jóvenes aquí, ¿no? Al que hay que someterse para poder ser algo. Es nacer con un menosprecio, con un desprecio del cuerpo para negarlo y ser otra. ¿De qué manera usted reflexiona sobre esto? Alors je crois effectivement que la vie est dure pour les femmes, Sí. un peu moins pour les hommes, parce que nous on a le droit de perdre des cheveux, de prendre du ventre, d'avoir des rides et de continuer à avoir des compagnes qui ont l'âge d'être nos filles. C'est moins facile pour les femmes. Parce que nous sommes dans une conception platonicienne du corps, c'est-à-dire une conception judéo-chrétienne du corps. Les corps qui sont présentés comme des modèles aux jeunes filles aujourd'hui sont des corps qui n'existent pas. Il faut le savoir. C'est-à-dire que les photos sont retouchées à la palette graphique. Quand vous voyez parfois, il m'arrive sur des plateaux de télévision de côtoyer des stars du cinéma, des femmes qu'on connaît sur le petit écran, sur le grand écran, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui est d'une grande banalité physique, mais qui nous est présentée comme une très belle femme simplement parce qu'on l'aura maquillée, refaite, relookée, et qu'à la palette graphique, on l'aura étirée, allongée, qu'on aura effacé des bourrelets, qu'on aura supprimé des rides, qu'on aura allongé imperceptiblement le visage, qu'on aura fabriqué un léger sourire, qu'on aura fabriqué une icône, une image. Et on voit bien que c'est un anticorps, c'est un faux corps. Quand on dit aux femmes « tâchez de ressembler à ce corps-là », alors qu'on leur présente le corps d'une jeune fille anorexique de 13 ans, maquillée comme s'il s'agissait d'une femme de 30 ans, et qu'on leur dit ressembler presque à ce cadavre, en leur disant il faut ressembler à ça, le critère de la beauté est ici, on va générer de la frustration, on va générer de la douleur. Parce qu'évidemment, on est plus épais que ça, on est plus enveloppé, on est plus rond, on n'est pas comme ça, ce corps n'existe pas. Ce corps est donc fabriqué, souvent d'ailleurs par des gens qui n'aiment pas le corps des femmes ou qui n'aiment pas les femmes, qui se vengent d'une certaine manière en nous disant « Regardez-moi ce sac d'os, c'est comme ça que j'aime les femmes ». Plus elles ressemblent à des squelettes
plus je les aime. Il y aurait psychanalysé aujourd'hui les quelques personnes qui, sur la planète entière, névrosent le monde parce qu'ils sont eux-mêmes névrosés, comme Saint Paul a névrosé le monde parce qu'il était névrosé. Donc effectivement, on nous dit, ressemblez à ce corps-là, et si vous ne ressemblez pas à ce corps-là, alors faites-vous souffrir, faites du sport, nagez, il faut courir, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut manger des aliments particuliers, il faut éviter ces aliments-là, il faut éviter les quantités d'aliments. Il ne faut plus manger ce produit-là, il ne faut pas manger ce produit avec celui-ci. Il faut le manger à 13h02, mais pas à 13h04. Si vous le mangez à 13h02, il va y avoir un effet terrible d'un point de vue diététique. Et donc on culpabilise les femmes en leur disant faites attention à ce que vous faites, à ce que vous ne faites pas, à ce que vous ingérez, à ce que vous digérez, mesurez-vous, pesez-vous, regardez en permanence ce qui se passe dans votre frigidaire, ce qui se passe dans votre assiette, le nombre de calories que vous allez manger, etc. C'est-à-dire qu'il y a une dictature platonicienne qui fait la loi au corps réel. Le corps concret, le corps sensuel, le corps matériel est soumis à la loi du corps platonicien qui n'existe pas. On ajoute à ça les corps qui vous sont présentés au journal de 20 heures, les corps qui vous sont présentés dans les journaux, dans les revues, les corps qui sont présentés dans les téléfilms, les corps qui sont présentés dans les films. Et effectivement, on se dit, ce corps-là existe, je veux ressembler à ça. Avec la frustration qu'il y a à se dire, je suis loin de ça, et je vais faire ce qu'il faut pour y parvenir. Et si je n'y parviens pas, c'est de ma faute. C'est parce que je ne me suis pas assez réfréné, parce que je ne me suis pas assez interdit, parce que je n'ai pas fait assez de sport. J'en ai fait, mais j'aurais dû en faire plus. J'ai couru, mais j'aurais dû courir plus. J'ai nagé, mais j'aurais dû nager plus longtemps. J'ai fait attention à ne pas manger ça, mais j'en ai encore trop mangé. Donc cette culpabilité très judéo-chrétienne, elle fonctionne aussi à partir des images qu'on nous présente comme des images désirables, et la publicité joue un rôle néfaste, terrible pour ça. C'est-à-dire la publicité, on est là distraitement en train de regarder une publicité, on ne voit pas que quand on regarde même distraitement, plein de messages passent qui sont des messages platoniciens, qui sont des messages idéalistes, qui sont des messages où le virtuel est plus important que le réel. Et on voit bien aujourd'hui comment nombre de jeunes sont plus soucieux de la virtualité que de la réalité. On était à dîner ensemble hier, et il y avait un joli petit couple à 5 mètres, là. Ils ont passé tout leur repas, chacun à regarder leur téléphone portable. Plutôt que de se regarder, de se parler, chacun, ils avaient leur téléphone devant leur nez, c'est-à-dire qu'ils cachaient même le visage de l'autre, et ils étaient dans la virtualité d'une relation, mais pas dans la réalité de la relation. C'est-à-dire que Platon a triomphé, le platonisme était triomphant à cette table où la vérité de ce qui advenait, un garçon dînait avec une jeune fille, eh bien ce qui advenait était moins intéressant que la conversation d'une virtualité du garçon avec quelqu'un, de la fille avec quelqu'un d'autre, chacun étant sur sa planète, séparé par un monde, par un abîme entre les deux, alors qu'ils étaient là, à la même table, dans une logique conviviale. On ne va pas au restaurant par hasard, on décide, on veut, on choisit, on est là. Et on n'est que deux, on n'est pas avec un troisième ou avec un quatrième. Donc effectivement, la philosophie, c'est ça. C'est pas seulement Platon qui écrit des livres plus ou moins compréhensibles, c'est que Platon a produit des effets. Et que dans un restaurant, dans ce qui se passe dans notre assiette, dans ce que nous avons dans notre frigidaire, dans le regard que nous portons sur les corps des femmes, sur les corps des hommes, etc., eh bien, il y a 25 siècles de philosophie idéaliste qu'il faut démonter. Oh. Bueno, en su último libro, Decadencia, que todavía no está traducido al español, explica o plantea que estamos en el fin de la era judeocristiana, que la reemplazará. Alors, d'abord, je suis bien... Un mago, un magicien. Non, je peux répondre à cette question-là, mais juste dire que Décadence n'est pas encore traduit parce que le livre a un mois. No, sí, el libro tiene un mes de haber salido, sí. Et que je suis bien traduit dans les pays d'Amérique du Sud, central, et en espagnol, je me plains pas. On peut être plus traduit, mais comme j'ai écrit plus de 80 livres, je comprends que ça puisse ne pas forcément suivre. Et puis après ça, c'est un très gros livre, ça fait 650 pages, ça coûte très cher pour un éditeur, et donc c'est un peu normal que le livre ne soit pas traduit encore. S'il l'est, et je pense qu'il le sera. Alors, les journalistes font la loi avec le temps immédiat, c'est-à-dire que le temps de l'information, c'est tout de suite.
Et on n'est presque plus capable de voir au-delà de tout de suite. C'est-à-dire que la télévision, par exemple, quand on la regarde, eh bien, on ne voit pas comment elle est fabriquée. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un plateau de télévision, il y a 2 ou 3 caméras, on vous filme et après on monte. Et un plan, ça dure jamais plus de 3 ou 4 secondes. Regardez ce soir quand vous serez devant votre télévision et comptez. Quand un plan arrive, comptez. 1, 2, 3, tac. Vous avez un autre plan. 1, 2, 3, tac. Vous avez un autre plan. 1, 2, 3. Il n'y a pas de plan fixe. Parce que si vous avez un plan large, un plan serré, un plan de couple, un contre-champ ou je ne sais quoi, le temps que votre intelligence rentre dans le plan, que vous regardiez, que vous voyez ce qui se passe, eh bien, il se sera passé 3 secondes. Si on recommence, il va se repasser 3 secondes. Si on recommence, il va se repasser 3 secondes. C'est-à-dire qu'on capte votre attention avec des moments extrêmement brefs comme cela. Donc, je parlais tout à l'heure du téléphone portable. Le téléphone portable fait la loi. On est en train de parler, le téléphone sonne, hop, on n'écoute plus ce qu'on était en train de dire. Il y a l'urgence tout de suite. Moi, je mets toujours mon téléphone à l'envers parce que je veux décider du moment où je regarde. Si on met le téléphone à l'endroit, immédiatement, il arrive quelque chose, il arrive l'information, on est tenté de regarder. Si on le met à l'envers, il y a un moment donné, on va décider de regarder, et à ce moment-là, on possède son téléphone portable. On n'est pas possédé par son téléphone portable. Il se fait que dans cette conception du temps, nous ne sommes plus capables que d'évoluer dans des fragments de secondes. Les journalistes, quand ils me demandent le commentaire d'un événement, un acte terroriste par exemple en France, en gros il faut être pour, contre, il faut dire que c'est bien ou que c'est pas bien, et puis on passe à autre chose. Je dis mais il me faut du temps, il faut que je puisse vous dire d'où ça vient. Pourquoi y a-t-il cet acte terroriste? Quelles sont les racines? Vous êtes en train de me présenter un fruit et vous voudriez que je vous explique ce que c'est que ce fruit, sans vous parler de la racine, sans vous parler du tronc, sans vous parler de l'arbre, sans vous parler de tout ça. Donc effectivement, pour répondre à votre question, il faut en finir avec le temps des journalistes, il faut en finir avec ce temps qui est celui dans lequel nous nous déplaçons, c'est-à-dire le temps des poignées de secondes, pour rentrer dans des longs temps. Et les longs temps sont des temps qui vont entre 1000 et 2000 ans. Une civilisation, c'est 2000 ans, 3000 ans, parfois moins, parfois plus, mais au moins, il faut savoir se mouvoir dans une longue durée comme celle-ci. Notre civilisation a 2000 ans, un peu moins, mais disons 2000 ans. Il y a Jésus qui naît à l'an 0, il y a le Constantin qui fait du christianisme une religion officielle au début du IVe siècle, et nous sommes en 2017. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas compliqué, une civilisation, ça naît, ça croît, ça grimpe à un moment donné, il y a un moment qu'on appelle l'acmé, c'est-à-dire c'est le moment absolu, il n'y a rien qui permette d'aller au-dessus, puis il y a un moment donné où ça commence à descendre, ça chute, c'est la décadence, puis ça disparaît. On le voit chez vous, j'ai beaucoup aimé la visite du musée hier, où on voit justement les civilisations, comment elles se font, se défont, comment elles se construisent, comment elles se déconstruisent, Olmec, Toltec, Aztèque, Inca, etc. Et on voit comment tout ça fonctionne. Les civilisations sont mortelles. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. Notre civilisation judéo-chrétienne obéit à ce schéma-là aussi. Donc, j'essaie de montrer comment, jusqu'au début du XVe siècle, c'est une civilisation ascendante. Et vous m'avez posé tout à l'heure la question du matérialisme. On découvre effectivement, en 1417, le texte de Lucrèce, et on découvre d'un seul coup une espèce de boîte d'outils, de boîte à outils qui permettent de tout démonter. On va prendre du temps, mais finalement on enlève une vis, on enlève un écrou, on enlève quelque chose, on tire un truc, et d'un seul coup on découvre la machine. Il va y avoir la Renaissance, la philosophie des Lumières, la Révolution française, etc. Et tout ça se défait. Donc on voit bien, quand on a 1 point, 2 points, 3 points, on les relie et on a une espèce de direction. Qu'est-ce qu'on voit? Que notre civilisation s'effondre, et qu'une civilisation qui s'effondre, elle se fait remplacer par une autre civilisation. Quelle autre civilisation est susceptible de se présenter? Les civilisations sont constituées sur des blocs de spiritualité. Il y a toujours, je le disais tout à l'heure, un texte religieux à l'origine d'une civilisation. Les blocs spirituels aujourd'hui sur la planète, il n'y en a pas 36. Il y a l'Inde, qui est hindouiste. Il y a la Chine, qui est confucéenne. Je mets tout ça entre guillemets, il faudrait expliquer quel type de confucianisme, quel type d'hindouisme, bien sûr. Il y a une grande partie de l'Afrique qui est musulmane, une autre partie qui reste animiste, mais avec un syncrétisme qui n'interdit pas pour autant l'islam, et puis le bloc américain qui reste un bloc judéo-chrétien, un bloc néo-occidental, on dirait, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, etc.
Une civilisation n'est susceptible de disparaître que parce qu'une autre va prendre la place. Il faut qu'une autre ait envie de prendre la place. C'est-à-dire, si Hernán Cortés arrive ici pour prendre la place, eh bien, on voit bien que cette civilisation veut prendre la place. Si Hernán Cortés n'était pas venu, l'histoire n'aurait évidemment pas été la même. Est-ce que les Chinois ont envie de prendre la place de cette Europe, ou est-ce qu'ils ont envie d'acheter l'Europe qui est avant? Non. Je ne crois pas que les Confucéens aient ce désir-là. Je ne crois pas que les hindouistes d'Inde aient ce désir-là non plus. Je crois en revanche que l'islam est conquérant, il le dit. Je ne fais pas de la propagande islamophobe, je dis juste que quand il y a un califat qui fait savoir qu'il veut mettre l'Occident à genoux, et qu'il y a des soldats de ce califat qui sont susceptibles d'être recrutés dans les banlieues françaises, et que ces soldats potentiels sont au nombre de 3 ou 4 000 en France, eh bien on se dit effectivement que si une civilisation est susceptible de prendre la suite, l'islam est bien placé. L'islam est bien placé parce que démographiquement, il est plus important que le judéo-christianisme. Les femmes blanches judéo-chrétiennes font moins d'enfants que les femmes issues de l'Afrique ou des communautés maghrébines, qui sont souvent les communautés musulmanes. Et donc, si on fait une projection intellectuelle et pas politique en matière de démographie, en matière de force des spiritualités, on se dit effectivement que Houellebecq, quand il écrit son roman Soumission, propose un grand texte de philosophie politique en nous disant comment les choses peuvent se passer, doucement, tranquillement. Je ne suis pas un réactionnaire, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas de ceux qui nous disent qu'il y a des solutions, qu'il faudrait arrêter ceci, renvoyer cela, etc. Moi, je suis dans une logique de gauche proudhonienne, gauche anarchiste, donc il n'est pas question pour moi de construire des murs. Il n'est pas question pour moi de renvoyer des immigrés dans la Méditerranée. Il n'est pas question de renvoyer des gens chez eux, puisque parfois ils sont ici chez eux depuis une ou deux générations. Donc je pense simplement que c'est ainsi. Un peu comme un médecin constate quelque chose, il dit voilà, vous avez une grippe. Et ben, on constate effectivement que la civilisation judéo-chrétienne n'est pas en forme, qu'elle ne va pas bien. Et maintenant, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de possibilité de dire à la Marine Le Pen ou à je ne sais quoi ou à je ne sais qui, il y a des moyens d'empêcher ça. Non, le propre d'une civilisation, c'est qu'elle s'en va un jour et qu'elle laisse la place aux autres. C'est ni bien ni mal. Je ne suis pas de ceux qui disent c'est pas bien, il faut arrêter ça, il faut un sursaut politique. Ça, c'est le discours de Marine Le Pen, c'est pas le mien. Ou de ceux qui disent mais on peut quand même faire des choses, un peu plus d'Europe, un peu plus d'euro, un peu plus de marché, un peu plus de libéralisme. Je dis non, ça sert à rien. Il faut, et j'utilise l'expression de Spinoza, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Et ce qui advient à l'Europe judéo-chrétienne, c'est un effondrement qui, assez probablement, vous concernera vous aussi, puisque vous êtes sur la queue de comète de la civilisation judéo-chrétienne. Il y aura effectivement un moment où les choses ne se passeront plus comme elles se passent actuellement, avec une espèce de domination culturelle du judéo-christianisme. C'est terminé. Aujourd'hui, la France ne fait plus la loi, nulle part. L'Europe ne fait plus la loi, et c'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Moi, je ne dis pas je regrette cette époque, où il faudrait retrouver une époque où nous ferions à nouveau la loi. Pas du tout. Chacun son tour. Les civilisations se remplacent. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que si cette civilisation qui est la nôtre, le judéo-christianisme, disparaît au profit d'une autre qui pourra être islamo-occidentale, cette civilisation n'aura qu'un temps aussi. Et que si vraiment il faut vraiment penser dans la longue durée, et cette fois-ci plus du tout dans les durées du genre 1000 ans ou 2000 ans, mais juste dire que se passera-t-il dans 10 siècles, alors là, on commence à voir des choses. Et je pense qu'il faut réfléchir sur la question du transhumanisme, du post-humanisme, de la post-vérité, du post-terrestre, je dirais. On est déjà en train de parler des exoplanètes, de la sortie de notre système, de la possibilité de coloniser d'autres systèmes, parce que c'est écrit, le Soleil va exploser, et qu'un jour, quand il explosera, notre Terre n'existera plus. Est-ce que nous aurons eu d'ici là les moyens d'organiser notre survie? Et si oui, comment? Est-ce que nous aurons créé un autre type d'humain? Ce que je pense. On est déjà dans le post-humain aujourd'hui. J'ai découvert il y a quelque temps avec un effarement, j'étais obligé de me reprendre à la lecture, parce que je découvrais qu'en laboratoire, on avait permis de créer des souvenirs, de donner à des souris des souvenirs de choses qu'elles n'avaient pas vécues.
Et en laboratoire, donc des souris ont le souvenir de choses qu'elles n'ont pas vécues. Ça veut dire que vous pouvez effacer le souvenir de choses qu'elles auront vécues. Moi, par exemple, j'ai jamais mis les pieds au Tibet. Eh bien, on peut aujourd'hui faire de telle sorte que j'ai les souvenirs d'un voyage au Tibet que je n'ai pas fait. Ce qui veut dire qu'on peut tout aussi bien supprimer le souvenir que j'ai de ma lecture de la critique de la raison pure. Ça veut dire que celui qui maîtrise l'entrée dans le cerveau maîtrise l'humain. On peut fabriquer du souvenir ou on peut supprimer du souvenir. Fabriquer du souvenir, c'est quoi? C'est fabriquer de la culture. Si je n'ai pas lu la recherche du temps perdu, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut investir en temps, mais qu'en même temps, une espèce de logiciel aura été intégré dans mon cerveau qui fera que je disposerai de ce savoir sous forme de notice Wikipédia qui serait susceptible d'être mobilisé cérébralement, etc. Effectivement, à ce moment-là, on a une autre civilisation, et c'est une civilisation probablement post-terrestre, post-humaine, post-vérité aussi, et il me semble que quand on prend de la distance, on voit que notre civilisation s'en va, et qu'on prend encore un peu plus de distance, on voit que ce qui disparaît, ce sera la nature, ce sera l'homme, ce sera la vérité, au profit de quelque chose qui montrera que les totalitarismes du XXe siècle étaient des choses très comiques, très drôles, très expérimentales. Bueno, una última pregunta sobre las estructuras en las que vivimos perpetúan ciertas lógicas mucho más individualistas. ¿Cómo sería posible construir otras lógicas más afines a la fraternidad, a la solidaridad? Pienso en este país, en este momento, en este contexto en que hay muchos migrantes que van a volver. Es decir, estamos nosotros en un contexto importante, en un momento, en una situación importante donde la fraternidad, la solidaridad cobran relevancia. Alors, je rentre le 18 mars en France, et avant de revenir acheter une maison au Mexique. Donc, je vais faire paraître un livre qui s'appelle Décoloniser les provinces. Et ma proposition politique, parce que je dis effectivement que nous sommes sur un bateau qui coule, mais qu'on peut mourir de manière élégante, ma proposition politique, elle est d'en finir avec les grosses dimensions, les mégapoles. Et je pense qu'on doit pouvoir retrouver aujourd'hui des formes politiques autogestionnaires qui permettent à la base, dans des villages, dans des petites villes, mais éventuellement aussi dans des quartiers, par exemple, si on a affaire à d'autres structures, de redonner le pouvoir aux citoyens. Il faut en finir avec cette vieille façon de faire de la politique qui suppose que nous donnions notre pouvoir à quelqu'un qui fasse de la politique pour nous et qui dise « mais je suis votre élu ». Chez nous, je suis votre député, je suis votre conseiller cantonal, je suis votre député, je suis votre sénateur, je suis votre ministre, je suis votre chef d'État. Vous avez voté pour moi, taisez-vous, je sais ce qui est bon pour vous. Vous avez voté sur un programme, je ne fais pas ce programme, j'en fais un autre, mais c'est pas possible d'en faire un autre, donc vous allez obéir. Il faut finir avec ça. Il faut en finir avec ça pour pouvoir dire que dans les villages, dans les cantons, dans les départements, dans les régions, les gens doivent pouvoir dire « nous, on va décider pour nous ». Retrouver le sens de l'autogestion, retrouver le sens du communalisme libertaire, retrouver le sens des parlements régionaux, pour faire de telle sorte que les gens qui soient concernés par le pouvoir décident pour eux-mêmes. C'est à nous de décider. C'est-à-dire qu'un paysan, il sait ce qui est bon pour lui. Ce n'est pas un technocrate qui doit décider loin, ailleurs, ce qu'il va falloir planter ici, semer là, récolter à tel endroit. Moi, je connais un peu le monde paysan. Et quand l'Europe a commencé à dire ici, il va falloir faire ceci, ici, il va falloir faire cela, mon père disait, mais ce n'est pas une terre à betterave, ce n'est pas une terre à maïs, ce n'est pas une terre à blé, ce n'est pas une terre à je ne sais quoi. Mais on leur disait, de toute façon, on a décidé, il y a X hectares ici, il va falloir planter du blé. Et mon père disait, ce n'est pas une terre à blé. Mais on avait décidé qu'il fallait pas planter du blé. Bon, on plantait du blé, semer, du blé. Donc, je crois qu'il faut retrouver le sens des communautés parce que la fraternité, elle existe quand les gens sont bien entre eux. Si vous n'êtes pas bien avec votre voisin, dans votre communauté, dans votre pays, dans votre région, dans votre peuple, dans votre nation, je ne sais quoi, par définition, vous allez transformer celui qui passe, le plus faible, en bouc émissaire.
Et le bouc émissaire, c'est les femmes, ce sont les enfants, ce sont les personnes handicapées, ce sont les personnes faibles, fragiles, ce sont les personnes âgées, ce sont les gens qui passent par là et qui peuvent s'en prendre une, parce que c'est facile d'être fort avec le faible et faible avec le fort. Mais si on organise des communautés, si on permet aux gens d'organiser leur propre communauté, on peut toujours intégrer quelqu'un. Moi, j'ai vécu dans un village de 500 habitants, et il y avait l'idiot du village dans le village. Et il vivait dans le village, tout le monde le connaissait. Il rentrait chez le coiffeur, il disait des trucs, il allait dans le café, on lui offrait un café. Il allait chez l'épicier, on lui donnait 2 ou 3 légumes, il rentrait chez lui, il repartait. Il était un peu fantasque, mais il faisait partie du village. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se dit, oh là là, on le met dans un centre pour handicapés, un foyer d'accueil, et puis on va le bourrer de médicaments, et il va vivre une vie terrible. Et puis on n'a plus le temps aujourd'hui de l'intégrer dans notre communauté. Donc quand les communautés sont heureuses, elles peuvent accueillir plus facilement des gens qu'elles refusent, les communautés, quand elles ne sont pas heureuses. Donc une espèce d'organisation communautaire, communaliste, à la base autogestionnaire, avec la possibilité ensuite d'accueillir des gens. Quand en France on dit voilà, on accueille des migrants dans un endroit, Calais, au nord de la France, et que d'un seul coup on appelle ça une jungle, et qu'on démantèle, comme on dit, la jungle, et qu'on prend les gens et qu'on les met un peu partout en province. Je dis, mais d'un seul coup, le pouvoir jacobin se souvient que la province existe et que la campagne existe. Mais il faut préparer ça. Et si on redonne une espèce de vitalité au village, alors oui, bien sûr, on pourra faire de telle sorte que des gens qui vivent aujourd'hui dans des conditions terribles puissent retrouver goût à la vie. Moi, quand je suis dans les mégapoles, je me dis, mais comment les gens vivent? Comment les gens peuvent-ils vivre dans ces conditions-là? Quand je vais de ma campagne normande à Paris et que je traverse Paris, la banlieue, pour prendre un avion à Roissy et puis partir, je dis, mais il y a des gens qui vivent, leur appartement est sur le périphérique. Comment peut-on vivre heureux? Comment peut-on vivre tout court quand l'appartement est là, sur le périphérique, et qu'on voit des millions de voitures passer en permanence et qu'on est là? C'est normal que les gamins qui vivent dans des banlieues où il n'y a que du ciment, du béton, du chômage, de la misère, de la pauvreté, des petits trafics, de la drogue, ils regardent la télévision, on leur montre des succès de footballeurs, on leur montre des succès d'acteurs, on leur montre l'argent, les voitures puissantes, les femmes, les filles, les bijoux en or ou ce genre de choses, et on dit c'est ça qu'il vous faut désirer. Évidemment qu'ils deviennent des monstres d'une certaine manière, ou des animaux déchaînés. Donc je crois que c'est en retrouvant le sens du local qu'on peut avoir une réponse à la question globale. Et qu'il nous faut bien sûr être universel, mais que l'universel n'est possible que si nous sommes enracinés dans le local et avec des communautés de base que nous connaissons. Les voisins, les copains, les amis, les gens du village, les gens du quartier, ou ce genre de choses. Donc il faut estimer effectivement que cette furie des mégapoles est quelque chose de terrible. On ne peut pas concentrer des gens dans des mégapoles sans générer ce qui advient, c'est-à-dire violence, misère, brutalité, sauvagerie et retour à l'état de nature. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Michel Onfray. Con esto acabamos el coloquio y la conversación. Bueno, muchas gracias.